Votre émission Icône descend ce jour dans la commune d'Abomey-Calavi pour rencontrer un homme politique. Un homme franc et direct. Il porte rarement les gants pour dire ce qu'il pense, mais c'est aussi ça qui fait la particularité de l'homme. Il est né hors du territoire béninois, en Côte d'Ivoire, comme une des invitées que nous avons reçues, Marie-Élise Bédo. Il est rentré au pays, mais très tôt, on l'a découvert en politique. Il a occupé de grandes fonctions de la République, notamment ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique. Il a ensuite été plusieurs fois député à l'Assemblée nationale. Lui, c'est Benoît Assoin Degla que nous recevons pour ce jour dans l'émission Icône. Ce n'est pas nous qui le recevons, mais c'est lui qui nous reçoit dans sa maison. Nous sommes donc quelque part installés dans un petit coin, histoire d'échanger avec lui, aller à la découverte de l'homme, comprendre qui il est, quelle est sa philosophie, quels sont ses projets. Et donc, mesdames et messieurs, si vous êtes prêts, Icône, c'est avec Benoît Assoin Degla. Honorable, bonjour. Bonjour, mon cher ami Adboucha. C'est un plaisir pour nous d'être dans vos murs pour parler avec vous. C'est moi. Alors, Benoît Degla, vous êtes né en Côte d'Ivoire. Si mes indiscrétions sont bonnes, parlez-nous un peu de votre parcours depuis le primaire jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup. Je suis né effectivement en Côte d'Ivoire et à Abidjan, en zone 4, et où j'ai commencé le primaire. Puis après, pour diverses raisons, les parents sont rentrés. Mais j'ai dû continuer le secondaire, toujours en Côte d'Ivoire, au lycée classique. Le fameux lycée où a enseigné Gbagbo. Il était l'un des enseignants, il fut un des professeurs là-bas, il n'a pas été le mien, mais bon, il le voyait avec ses cheveux. Donc j'ai fait le lycée classique, série B, jusqu'en terminale, où j'ai eu donc mon bac. Après mon bac, je voulais faire le droit. Et un bac littéraire, c'est ça? B. Okay. B. Alors, c'est le système d'orientation qui se faisait là-bas. Et il y a une commission d'orientation. Et on m'a envoyé en criminologie. C'est vrai, je n'ai pas pris les informations nécessaires pour savoir ce que c'est que la criminologie. Et je n'ai pas compris que c'était du droit approfondi. Pour moi, c'est faire le droit ou rien. Je me suis dit, mais non, est-ce que c'est pas parce que je suis d'essence béninoise que les gens ont voulu me faire ça? Écoutez, je vais rentrer. Mais je rentre au pire moment. Je rentre au moment où la révolution était encore très, très forte. Et non, il y avait deux raisons pour lesquelles je suis rentré. La première, une raison, c'est que j'ai bénéficié d'une bourse Fonds d'aide et de coopération, une bourse qu'octroie l'État belge aux étudiants méritants, aux élèves méritants. Mais pour ça, il fallait quand même que j'ai le document, les parents étant béninois, il fallait que je puisse avoir, il fallait présenter le document de la nationalité de mes parents. Il fallait venir au Bénin chercher ça. Et ensuite, parce que je n'ai pas été admis je n'ai pas été classé en droit, je me suis dit, mais voilà, je vais rentrer. Quand je suis rentré, j'ai tenté déjà d'obtenir l'attestation. Dans la procédure, j'étais bloqué parce que la révolution, il m'a été dit que je suis né à l'étranger, j'ai fait l'étranger, j'ai mon bac, et pourquoi est-ce que je dois continuer là-bas? Donc mon dossier a été bloqué. Et c'était l'année où on lançait ce qu'on appelle
ce qu'on appelait la mission d'enseignement révolutionnaire. Les JBR. Les JBR. Donc j'étais enrôlé de force. J'étais enrôlé de force. Je ne connaissais nulle part, au Bénin, je ne connaissais nulle part parce que j'étais arrivé dans des conditions difficiles pour parler de l'hébergement et tout, parce que je voulais aller chez les parents à Ouessé. Donc j'ai tenté d'apprêter un certain nombre d'accomplir les formalités lorsque, une fois à Ouessé, il a été dit, ben écoutez, un jour à la radio, tous les bacheliers, on s'est rendu compte d'abord que la rentrée ne prenait pas. On s'est rendu compte, parce qu'ici j'ai réussi à me faire inscrire, mais bon, à l'université, j'ai réussi à me faire inscrire en droit. Mais on s'est rendu compte, on s'est dit, ça ne passait pas. Les jours passent, et là, il n'y a pas de rentrée. Et quand un jour on apprend le communiqué à la radio qui dit que les nouveaux bacheliers seront tous enrôlés et qu'ils iraient en mission d'enseignement. C'est comme ça qu'on a débarqué à Cotonou, à Porto-Novo, où on a commencé à prendre les béabas, les béabas militaires. Puis, je crois quelques temps après, un mois, 2 mois après, il y avait quelques cours militaires, quelques sciences militaires. Puis après, bon, il fallait nous orienter sur le terrain. Bon, il fallait faire des choix. Et en première position, j'ai choisi Savalou, parce que Savalou, c'est chez ma maman. Puis je connaissais déjà, j'ai déjà pu connaître Ouessé. Donc Savalou, c'est chez ma maman. Donc voilà. J'ai fait Savalou, et puis je suis allé à Savalou. J'ai retrouvé la famille, mes oncles, j'étais bien accueilli, bien installé, jusqu'à la fin de l'année. À la fin de l'année, j'ai commencé effectivement l'université ici. Et le sang de l'aventurier en moi. 4-5 mois après, il y a l'annonce que l'État cubain offrait des bourses en droit maritime. J'ai dit, ben, ce que je n'ai pas pu faire me poursuit toujours. Paf, je postule. Et je suis retenu. J'embarque pour la Havane. Et là-bas, c'était le moment où Cuba rayonnait très fort sur le plan international, surtout dans nos pays africains. Et ils étaient très très nombreux, les pays africains, à avoir leurs étudiants là-bas. Et les Béninois, on en a connu par centaines, plusieurs centaines. Et des vagues de médecins, d'ingénieurs, des militaires et tout. Donc parmi les étudiants, il y en avait beaucoup. Même les jeunes qu'on envoyait dans des centres, dans des lycées où ils se formaient et tout. Donc voilà, il fallait faire une année préparatoire de langue et j'ai fait 5 ans. 5 ans où j'ai eu ce qu'ils appellent, et là-bas c'est un diplôme préparatoire au doctorat. Donc, mais seulement je devais rentrer au Bénin. Enfin, j'avais ça, mais je pensais que j'étais déjà opérationnel, je pouvais servir si je rentre dans mon pays. Et avant moi, des amis étaient en route pour le Bénin, se sont installés en Espagne. J'ai dit, mais pourquoi ne pas finir alors, m'arrêter en Espagne, finir, obtenir mon diplôme et puis rentrer. Donc, j'ai fait 1 an, j'ai fait 18 mois à Madrid, et là j'ai obtenu mon diplôme d'études approfondies en droit maritime. Je rentre au Bénin.
comme si l'histoire devait se répéter, parce que j'étais arrivé au Bénin où les calendriers scolaires avaient changé. J'arrive au Bénin où l'État avait décidé de ne plus recruter. 86. 86. Alors, donc, c'est l'aventure. Je me suis livré au petit boulot, apprenti maçon, apprenti peintre. En tout cas, il fallait subsister. Avec ce niveau-là. Ben ouais, j'ai porté des bruits sur ma tête. Aujourd'hui, je peux monter des murs. Je connais les noms de tout ce qui est matériel utilisé en maçonnerie, en électricité. Je peux faire de la peinture auto. Parce que parfois, il fallait aussi faire ça. Donc, tout ça, ça a duré 1 an. Il fallait aller d'un boulot à l'autre, ainsi de suite. Aujourd'hui, je suis avec un maçon, demain, c'est avec un électricien et tout. Et bon, voilà. Donc, ça a duré 1 an. Mais là, on va tirer une petite leçon. Ça veut dire qu'on peut finir avec tous les diplômes et se retrouver à aider un maçon à monter des murs. Mais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et là, il faut que les jeunes comprennent que... Attendez, et je peux vous faire une confidence? Oui, allez. La maison de laquelle vous avez vu là, je l'ai construite moi-même. Wow. Enfin, je l'ai dessinée. Je l'ai dessinée. Et depuis, tout ce que je fais, tout ce qui est construction, aucun maçon ne peut m'éblouir. Je sais le nombre de paquets de ciment qu'il doit utiliser pour faire un pan de mur. Ça, c'est l'expérience qu'on tire. Mais oui, ça je sais. Ça je sais, jusqu'aujourd'hui je le sais. Tout ce que j'entreprends, les frères, parfois on me dit, mais on me consulte. Donc j'ai appris à faire ça, à passer les couches de peinture. Et la menuiserie, ça n'a pas été beaucoup de temps, mais je sais comment on peut polisser un bois, comment on peut découper avec la scie. Ça, c'est des choses que nous avons eu à faire. Bref. Donc, quand j'ai fini, je suis rentré, et 1 an après, il y a eu un concours que j'ai appris à tout hasard. Je crois que je revenais du job quand une sœur européenne a mis à une parente à moi, m'a dit, mais attention, et ton frère, est-ce qu'il sait qu'il y a un concours de recrutement de cadres maritimes pour Abidjan? Elle me dit non, elle est analphabète. Donc, elle me donne l'information. Aussitôt, je vais voir la dame qui me dit oui, c'est paru, c'est dans les journaux, c'est dans le journal de l'époque, c'est passé de la Nation, on appelait ça de la Nation. Puis je constate que j'avais les aptitudes. Et puis je me présente. Et ils avaient besoin de trois cadres auxiliaires maritimes qu'on devait envoyer à Abidjan, se former. Et puis après, ils devaient faire un perfectionnement à Marseille. On organise le concours, ça allait très vite, hein. On a le concours organisé. Et puis au lycée technique, il y avait plus de 500 candidats. Il y avait plus de 500 candidats. En ce temps-là. Plus de 500 candidats pour 3 places. Mais ce qui a permis que je sois là en train de vous parler aujourd'hui, c'est que le mode de correction est tel que, d'abord, le jury n'est pas béninois, c'est un jury composé, il y avait des Burkinabés, il y avait des Togolais, il y avait Ivoiriens, et puis il y avait le Bénin en tant que le ministère du Travail qui intervenait dans tout ce qui est... Mais c'était ça le jury. Donc, il y avait donc de la neutralité. Et c'est plusieurs épreuves dans une journée. Et on procédait par élimination. Et à 22 heures, lorsqu'il fallait donner tous les résultats finalement des 3 réussis, j'étais le premier. Mais vous êtes du domaine. Voilà.
Ouais, puis on a demandé que ça devait être des diplômés en la matière. Donc j'étais le premier. Nous sommes 3. Et 5 jours après, nous a été demandé d'apprêter nos papiers pour faire les laisser passer et tout. Mais c'était comme de l'amusement. C'était fait rapidement à l'immigration et tout. Et puis, on reprend l'avion. Destination Abidjan. 1 an. Vous retournez chez vous. Ouais. D'une manière ou d'une autre. Évidemment, évidemment. Et surtout que le lieu de formation était non loin de la maison. C'était boulevard de Marseille. Et l'autre, c'était la maison et c'était à la zone 4C. Donc, allez, 1 an de formation accélérée, très accélérée. Et les étudiants sont venus de partout. Il y avait des Burkinabés, il y avait des Maliens, il y avait tous pour être formés à l'Académie maritime de Côte d'Ivoire. Après 1 an, une première vague devrait aller à Marseille pour 3 mois. Et j'étais de la vague là. Je suis parti voir un peu comment ça se passe. Et mon diplôme de DEA a porté sur la conteneurisation des conteneurs. La conteneurisation dans le trafic maritime international. En ce moment, les conteneurs, ce n'était pas très évident. Parce que l'entrée des conteneurs dans le transport maritime a entraîné beaucoup de bouleversements sur le plan de la législation maritime. Donc c'est en cela que j'ai fait le thème de mon mémoire a porté sur ça. Donc en Espagne, je me suis retrouvé, et puis et à Marseille, je me suis retrouvé, on a fait le stage, on a fait le temps de perfectionnement, et puis on est rentré à Abidjan. Donc à Abidjan, on a fait un stage pratique où j'ai travaillé, j'étais à la Sokopao, j'étais envoyé à la Sokopao, ce qui est devenu aujourd'hui Bolloré, comme chef section déjà à l'époque. J'étais chef section du transport sahélien, à destination du Sahel, c'est-à-dire tout ce qui était Burkina, Mali, Niger. Au départ de la Côte d'Ivoire, j'étais le responsable. Bon. Voilà, c'est comme ça que je suis entré dedans comme ça. Et puis après, il a été décidé de la création de la structure à Cotonou. Alors, les 3 que nous étions partis d'ici et un Européen avons été affectés donc ici pour créer l'ASCAC. L'ASCAC. Après, devenu Delmas, c'est devenu le groupe Bolloré aujourd'hui. Donc moi, j'ai travaillé avec le groupe pendant 5 ans. Et j'ai eu des propositions. J'ai eu déjà des propositions parce que c'est l'avantage d'avoir une formation de cette nature. J'ai une proposition. J'ai la proposition d'une structure qu'on appelle Société Nouvelle Afrique. C'est basé en Europe, mais on voulait de moi comme le représentant de la sous-région. J'avais donc le Togo, le Bénin, le Burkina. Voilà, donc j'étais le représentant de cette structure-là. Donc j'ai opté pour ça. Et jusqu'en 2002, en temps, j'ai intégré des clubs d'amitié au village et tout, les associations de développement. Et puis, les miens ont fait de moi le président de l'association. C'est toujours par là que ça a commencé. Je suis devenu président de l'association de développement. Quelque temps. En 2004. En 2002, j'ai dit tout à l'heure 2002. En 2002, j'ai ouvert, finalement, j'ai voulu m'auto-libérer, employer. J'ai créé un cabinet d'expertise maritime. Et en 2004,
lorsque, bon, en 2004, j'étais donc en plein dans les mouvements associatifs chez moi. On avait un pion même sur Savalou, avec Savalou. En tout cas, dans la sous-région, ça s'est passé bien, et mouvement associatif, et je ne pensais pas du tout à la politique. Lorsque, donc en 2004, début 2004, je crois, il y a eu coïncidence à Ouessé d'une rencontre de l'association de développement de chez moi, l'UDESCO. Et à côté, il y avait les agriculteurs de la commune qui étaient réunis. Et eux, déjà, ils parlaient de la raison de leur rencontre portait essentiellement sur qu'il faut remplacer après Kérékou. Donc à la fin, nous qui sommes de l'association de développement et eux qui sont des mouvements agricoles, on s'est retrouvés, on discutait. Et quelqu'un venu du mouvement des agriculteurs qui a dirigé la réunion en fait, mais il a été mandaté avec des contacts, voilà, on a échangé et tout, dit mais alors monsieur Degla, mais pourquoi est-ce que c'est très bien, et il faudrait qu'on puisse se rencontrer une fois à Cotonou et tout. On a des objectifs communs, les agriculteurs ils sont dans la localité, donc voilà, les problèmes sont les mêmes. On s'est mis ensemble pour participer au développement de la localité. Il dit mais pourquoi pas. Et arrivé à Cotonou, notre première rencontre, c'est que bon voilà, il faut trouver Kérékou s'en va, mais bon voilà, n'attendons pas 2006, il y a des mouvements en cours. Pourquoi vous pensez pas qu'on puisse aller ensemble, et puis il dit bon, ça ne me gêne pas. Allez, donc on se met ensemble. C'était un employé du président Patrice Talon. Celui-là, il est actuellement ambassadeur. Et on s'est mis ensemble, on a commencé à échanger, à discuter, à organiser même des rencontres et tout, des descentes dans d'autres localités. On dit bon, avant ça, formalisons notre mouvement et nous mettons en place ce qu'on a appelé l'IMC Yanaï. L'IMC Yanaï. On appelait ça c'était en fait quoi, c'était le premier mouvement qui avait, à l'époque, courant 2004 donc, dit qu'on allait appeler la population à voter Yahi Boni. Moi, je ne l'avais jamais rencontré. Naïvement, nous sommes mis, il fallait créer le mouvement un peu partout. Il fallait se faire aider. Et à travers le collègue, l'ami qui est actuellement ambassadeur, on avait réussi à mobiliser ce qu'il fallait pour qu'on puisse installer la structure un peu partout. Mais à côté de nous, on était comme les bras opérationnels. Il y avait les plus anciens, ceux-là c'était les penseurs. Les Sakalafia, Tchabisika,
Dassondo, je peux citer, ils sont pas nombreux, mais quand même, voilà. Et, Akobi, Personam, voilà, un certain nombre. Ceux-là qui étaient les grands penseurs et qui nous orientaient dans les actions que nous menions. Et donc, c'est l'intermédiation pour le changement, YMC Yanaï. Et nous avons organisé, pour nous lancer, on a organisé une activité au Palais des Congrès, au Palais des Sports, et il avait été interdit. La manifestation avait été interdite. On approchait 2005 déjà. Elle avait été interdite. Mais nous avions osé. Parce qu'on avait eu des encouragements des policiers et tout. Ceux qui étaient chargés de nous barricader se sont allés à nous. Donc on a fait ça et c'était la première fois que sur les ondes, on proclamait l'avènement de Yahi Boni comme étant une opportunité de développement de notre pays. Mais tout ça se faisait, tout ça se faisait avec des moyens. Et les moyens, ça devait venir de quelque part. Et en cela, je vous ai dit, un employé de talent, donc c'est de lui que venait, c'est lui qui nous apportait le concours nécessaire. Déjà en ce moment. Puis, il fallait aller plus haut. Les échéances approchant, il fallait voir le candidat. Non, il fallait déjà, sans voir même le candidat, il fallait aller plus haut, il fallait réorganiser, puisqu'il y avait non, pas des ramifications, enfin il fallait faire en sorte qu'on mette ensemble les différentes forces qui étaient nombreuses et tout. Donc on a mis en place, avec les anciens, on a mis en place le bureau central intérimaire. Et là, la présidence des anciens était là, et le président Patrice Talon, quand il avait le temps, il arrivait. Donc c'était le BCI, le bureau central intérimaire. Et j'ai été fait secrétaire général. Non, trésorier général. Donc trésorier général, à ce titre, à moi et un autre, on avait pour mission de parcourir toute la zone sud du Bénin et la zone méridionale du Bénin, et mettre les moyens à disposition, écouter les doléances, nous assurer que les structures sont mises en place. Et pour ça, je vous assure que je dois avoir encore quelques reçus de grandes personnalités. Et bon, voilà. Donc, on a fait ça. Et moi je dis la partie méridionale et la partie septentrionale qui commence. Donc je finis, et l'ami et moi, nous finissons au niveau de Glazoué. Et c'était des sommes importantes qu'il fallait distribuer partout, qu'il va donner partout pour pouvoir faire l'action. Et j'avais avec moi le garde-corps personnel du président Patrice Talon qui mettait à ma disposition. Pour la sécurité des sous et puis pour nous aussi, parce que parfois on est agressé à des endroits donnés. Alors, à partir de Glazoué, il y avait l'autre équipe qui prend le relais. Donc c'est comme ça qu'on établissait les points un peu partout, les points de relais un peu partout sur l'ensemble du territoire national, jusqu'à ce qu'on mette ensemble la direction nationale de campagne. Et à la direction nationale de campagne, j'étais fait secrétaire général. Toujours, DG, secrétaire. Et j'ai cumulé. À un moment donné, j'ai cumulé avec la fonction de trésorier général. Évidemment, j'avais la confiance du président Patrice Talon. J'avais sa confiance. Et ça nous a permis d'aller aux élections et de gagner. Je me passe des détails et tout ça, et de gagner. Je sais que beaucoup d'accords avaient été signés
En tant que secrétaire général, donc, je sais les accords qui ont été noués avec les différents groupes, les partis qui ont perdu, ceux qui sont ralliés à nous et tout. Donc, quand il y a accord, il y a obligation de respect et tout. Tout a bien démarré lorsque, bon, malheureusement, pour des questions diverses, vous savez, vous rappelez tout ce qui s'est passé. C'est le problème de coton, des populations qui se seraient soulevées, etc., etc. Le président Patrice Talon mis en difficulté. J'avoue que je me suis senti très mal. Très très mal parce que je sais que sans lui on ne serait pas là. Vous étiez au fait des choses. Sans lui on ne serait pas là. Sans lui on ne serait pas là. Il a participé. Je vous dis, son garde-corps personnel était à ma disposition pour qu'on puisse faire. Et je sais comme le DG Coty Lambert était le chef cabinet, donc c'est lui qui mettait les moyens à disposition, mais il sait d'où venaient les moyens. Donc je sais, et lorsque les bruits ont commencé, vous étiez déjà ministre? J'étais ministre de l'Intérieur. À la proclamation des résultats, lorsque le président Patrice Talon, lorsque Yahya Boni a été élu, j'ai été fait conseiller technique, chef de la cellule de chargé du suivi des projets, voilà. J'étais conseiller technique chargé du suivi des projets. Donc, pendant quelques années, après, il y a eu la députation. J'allais à l'Assemblée. Puis, à la fin, je suis passé au ministère de l'Intérieur. Et c'est là que les problèmes ont commencé avec le président Talon. J'avoue que je me suis senti très mal personnellement, je le dis du fond du cœur, parce que je sais le rôle qu'il a joué, je sais sa conviction, je sais ce qu'il voulait pour ce pays-là. Et aujourd'hui, je suis pas étonné de tout ce qui se passe, parce qu'il faisait en sorte que tout ce qui est réforme aujourd'hui, dont on parle et tout, que ce soit porté par Yahya Boni. Et c'était dans les accords. C'était dans les accords que Yahya Boni signait à l'époque avec ceux-là qui devaient constituer avec lui le groupe pour gérer notre pays. C'est le refus d'aller de l'avant qui a fait que, bon, voilà, tout a capoté, que nous sommes là aujourd'hui dans cette situation-là. Mais sinon, il aurait pu les porter. Et il avait les moyens de les porter parce que nous avions un nombre de députés suffisamment élevé. Mais la gestion de ces députés, nous étions 69 députés. Et personne ne pouvait comprendre que de 69, nous soyons tombés à 27. Que nous soyons tombés à 27, c'est incroyable. Qu'est-ce qui s'était passé? Ben non, mais ce qui s'est passé, c'est la gestion faite par le chef. On aurait pu faire, depuis ce temps-là, réussir dérouler, puisque tous ceux qui pouvaient contester étaient avec nous. Tous ceux qui pouvaient contester étaient avec nous. Donc, on pourrait dérouler le programme, on pourrait faire toutes les réformes nécessaires. Aujourd'hui, je me rappelle, on se plaint, pourquoi un petit pays, tant de nombre de partis politiques, ce n'est pas possible. Il faut l'exemple du Vietnam, de la Chine et tout, mais on n'a pas eu le courage d'avancer. Il a eu le manque de volonté politique. Alors, lorsque les problèmes sont arrivés, que le président Patrice Talon a dû s'en aller dans des conditions très difficiles, ministre de l'Intérieur que j'étais, lorsque j'ai été informé qu'il devrait faire l'objet d'une arrestation, je n'avais pas eu les moyens de m'opposer, puisqu'on est passé par un de mes collaborateurs. C'est au cours d'une activité publique que le collaborateur parlant au DG a porté l'information et le DG me l'a dit. Mais ça, c'était la toute première. Il n'était même pas convoqué. Il a voulu aller s'enquérir d'un certain nombre de choses
Parce qu'il y avait des partenaires à lui qui étaient gardés, donc il a voulu partir s'enquérir des nouvelles. Lorsque l'instruction est venue qu'il fallait donc profiter pour l'arrêter. C'était un jour noir. C'était un jour noir pour nous, c'est proche, parce que nous proches de Talon, nous étions proches des Haïs, nous étions tous proches des Talons. Bon. Et mon bureau au ministère était devenu le PCO. Hein? C'était le poste le PO, enfin le poste opérationnel. Il fallait trouver les moyens pour le sortir quand même. Il s'agit du président Patrice Talon. Et nous savons tous, nous les concernés, ce qu'il a fait. Bien sûr. Artisan principal. Donc, le président Patrice Yaïboni était absent du territoire, était à Abidjan. Donc, dans mon bureau, se trouvait tout le monde. Il fallait tout faire pour que l'instruction soit donnée à la direction, au commissaire central, pour qu'on puisse le relâcher. On est resté là très longtemps. Je ne sais pas citer les noms de tous ceux-là qui étaient avec moi, mais c'était quand même le poste opérationnel. Et le lendemain matin, il a été libéré. Mais déjà, donc, à partir de là, les calvaires ont commencé. Les problèmes ont commencé. À toutes les occasions, il fallait l'humilier. Moi, je sais qu'à 2 reprises, il y a eu des réunions sur le coton. Je me suis posé la question de savoir si c'était vraiment l'homme qui nous avait aidés à avoir le pouvoir. Et ce jour-là, je ne sais pas s'il se souvient lui-même, il m'a dit, Benoît, je vais me venger. Je vais me venger. Si je ne me venge pas, je suis un enfant bâtard. Il a reçu un coup. Ah, je vais lui rappeler, c'est sur l'esplanade de la présidence. Peut-être qu'il s'est rappelé. C'est sûr qu'il doit se rappeler. Et puis bon. De coton, on est passé à autre chose. Il y avait d'autres choses, le coton, les PVI et tout. Alors que le PVI, on nous a fait parcourir le Bénin pour expliquer le bien fondé de cela. Moi, ministre de l'Intérieur, j'avais un rôle important à jouer. C'était à l'occasion que le président Patrice Talon, c'est en 2004 qu'il m'avait présenté Bouka Olivier. Et en 2000, pendant la mise en place du PVI, il était allé me voir également à mon bureau. Après cette première situation malheureuse, la confiance s'est effritée, et puis après c'est PVI, etc. Montage de dossiers à gauche, à droite, pour pouvoir lui mettre la main encore là-dessus. Encore une fois, là on m'informe fortuitement que bon, voilà, la situation a atteint un niveau où il faut finalement l'arrêter. Il dit, mais attendez. La question que j'ai posée, c'était simplement savoir s'il y avait les fondements étaient, s'il y avait les fondements réels, juridiques, qui peuvent amener à le faire. Il m'a été dit que je coopère avec lui. On m'a demandé si je coopère avec lui. J'ai dit, mais non, c'est pas ça, mais seulement, bon, voilà. L'écho que ça peut avoir, la première fois on a entendu, on sait tout ce qui s'est passé. Et puis... En tout cas, il est parti. Il a réussi à partir du pays pour échapper donc à cette arrestation parce que c'était fait pour qu'il soit arrêté. Et cette fois-ci, ce n'était pas pour ce journaux comme ça, rien sans sortir. Non, ce n'était pas ça. Dieu merci, il est parti. Mais après, j'avoue que j'ai souffert un peu de cette situation-là parce que j'ai eu des demandes d'explication, il y a eu des commissions d'enquête qui ont été mises en place. Pas de vous que l'information est partie. En tout cas, des commissions d'enquête ont été mises en place contre moi. J'ai eu des situations difficiles. En plein conseil des ministres, on m'interpellait.
les collègues de l'époque peuvent témoigner, on m'interpellait, étant le ministre de l'Intérieur, mais j'étais devenu comme un pestiféré, quoi. Vous voyez, il a échappé, c'était inadmissible que je sois parti sans que, etc., etc. Donc, c'était invivable. Bon, donc, je n'ai pas été surpris de constater que, quelque temps après, on m'est enlevé du gouvernement. Bon. Peut-être se souvenant du rôle que j'avais joué sans le connaître au départ. On m'a rappelé 2 semaines après pour dire que je suis chargé des missions et conseiller spécial chargé de la sécurité du président de la République et président de la commission de lutte contre les armes légères, contre la prolifération des armes légères. Bon. J'ai accepté, est-ce que j'ai bien fait? Je sais pas. Je sais pas, je me pose chaque fois la question, mais à un moment donné, je me dis, bon, mais si c'est l'appel, si la nation vous appelle, bon, vous acceptez. Et c'est dans l'exercice de cette fonction que j'ai fait l'objet de cet accident du 31 janvier 2015 qui a failli m'emporter. Puisque mon garde est parti, le corps ramassé dans un sachet. Moi-même, c'est plusieurs jours de coma. C'est à l'étranger que j'ai dû être soigné. Je porte encore les séquelles. Mais j'ai continué le combat. J'ai été réélu député. Et en 2015, j'ai été réélu député en 2015. Et en 2015, je ne me rappelle pas du mois, je me rappelle pas exactement du mois, lorsque j'ai reçu l'appel du président Patrice Talon qui me dit Benoît, mais toi, voilà, c'est mon frère. Nous sommes nos vies, voilà. Il dit Benoît, dans 6 mois, je vais arriver au pays, je vais me lancer dans la bagarre, et j'espère que tu ne seras pas à la réserve. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, allez, on t'attend. C'était dur également. Pourquoi? Parce que je sortais de l'accident, et si je suis sur mes pieds, si je parle encore, c'est grâce un peu au président de l'époque, parce que j'étais après tout à la présidence. Donc j'ai dit, mais est-ce que je pourrais avoir un engagement total aux côtés du président Patrice Talon? Tout en étant au palais. Tout en étant au palais. Mais je rappelle que en 2011, lorsque Yahi Boni a eu le pouvoir pour la seconde fois, un groupe très restreint, moi-même, je commence par moi-même, Bagoudou, Sorokou, paix à son âme, le ministre Naéric, Kouti Lambert, nous sommes allés voir. Patrice Talon lui a dit, maintenant là, prochainement c'est ton tour. Tu as fait tous les présidents. Maintenant c'est ton tour. Mais non, c'est pas ça. Et non, c'est entre vous qu'on a choisi. Moi, je ne vais pas. Mais non, il n'y a rien à faire, c'est toi. Donc, on a parlé, on a discuté. Et puis, bon, on a convenu de poursuivre les réflexions. Donc, on se retrouvait chaque mois dans mon bureau. Quand j'étais ministre, tous les mois, on se retrouvait donc dans mon bureau et on échangeait. Jusqu'à ce que cette malheureuse affaire soit arrivée, qu'il se voit obligé de partir. Donc quand il m'a dit dans 6 mois, je me dis, ah ben tiens, finalement, il s'est décidé. Mais le malade, le ressuscité que je suis, est-ce que je pourrais avoir un engagement total? J'avoue, c'est pourquoi je me suis posé la question de savoir s'il fallait accepter de retourner comme conseiller spécial chargé de la sécurité. Est-ce qu'il fallait le faire? Parce que ça m'aurait libéré. Et
tous les choix que j'aurais faits seraient libres, vous voyez. Bon, donc j'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Donc il est venu, on s'est retrouvé chez un ami commun quelque part à Cotonou. On a pleuré, nous avons pleuré dans nos bras parce que lui, il ne savait pas, il a versé les larmes parce qu'il ne savait pas qu'il allait me voir vivant. J'ai dit mais c'est pareil. Donc puis on a commencé à discuter et tout. Et j'ai fait ce que je peux faire pour pouvoir apporter. Enfin, j'ai apporté ma petite contribution, on échangeait et tout. Et lui-même a compris que je ne pouvais pas facilement m'exposer. Donc on trouvait le moyen pour que je fasse le travail que je devais avoir à faire. Et puis on a commencé comme ça. On a commencé. Et puis les élections sont arrivées. La campagne a commencé. Moi, chez moi, je ne disais pas de voter. Je n'ai jamais dit ne votez pas Talon. Je n'ai jamais dit ne votez pas Talon. Mais je disais, si vous votez Zinsou, il disait, vous pouvez vérifier hein, dans les collines, là, il dit, si vous votez Zinsou, que vous ne connaissez pas, s'il y a un avantage, ce serait partagé dans le pays, mais je ne sais pas, comme on ne vous connaît pas, je ne sais pas ce que vous en aurez parce que moi je ne le connais pas. Mais on a dit de voter pour lui. Mais si vous votez Zinsou et si vous votez Patrice Talon, c'est moi que ça arrange et c'est vous que ça arrange. C'est mes propos ça. Vous pouvez vérifier ouais, dans les collines. Si vous votez l'autre, on vote, je ne le connais pas. Mais c'est pas ce que je gagne. Il ne sait pas ce que j'ai gagné, mais on a dit de voter pour lui. Mais si vous votez Patrice Talon, écoutez, moi j'en gagne, je vais en tirer profit et c'est pour vous. C'est comme ça qu'on a fait la campagne. Et au premier tour, les résultats sont sortis. Avant le second tour, aujourd'hui je peux parler, on peut dire tout ça, parce qu'il bon, y en a qui bavardent beaucoup, qui ne savent pas les choses, les coulisses et tout ça. Ils ne savent pas qu'une mamite, quand elle est posée, elle a besoin de plusieurs pieds. Bon, voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Bon, voilà, Benoît, Dieu m'a aidé à porter, à avoir le pouvoir. Je porte le pouvoir sur les genoux. Viens ensemble, on va mettre ça sur la tête. Et dans 21 jours. Non, 21 jours, c'était après la passation. Nous allons. Ce serait à nous. Je vous jure. J'étais très. Je ne sais pas si c'est le mari que je suis. Je ne sais pas si c'est le mari que je suis, mais je n'ai pas bien compris. C'est-à-dire que je n'ai pas eu le courage, je n'ai pas eu l'audace de dire oui. La discussion a duré 3 heures. Il me disait, tu dois le faire. Parce qu'il dit, mais tu as tout fait déjà, mais là tu as 3 jours. C'était un mercredi. 3 jours, 48 heures de second tour. Mais viens. Ceux qui sont avec moi, le nom ce qu'il a utilisé pour le qualifier, je ne vais pas le dire ici. Mais toi, viens. J'ai dit, vraiment, il réfléchit et tout. Ça l'agaçait. Avant que je m'en aille, il m'a remis de l'argent. Il m'a dit, bon, prends, va faire campagne contre moi. Carrément. Ouais. Bon, ça te dit, va faire campagne contre moi. Vous voyez, c'est dit que on a une histoire qui date de très longtemps et tout. Et donc, c'est dans ce sillage-là qu'il est arrivé. J'aurais pu me positionner autrement, mieux que maintenant. Mais encore, j'ai manqué d'audace. Le mari que je suis. Et ensuite, reconnaissance à l'égard de l'autre pour l'accident et tout. Vous savez, en fait, c'est l'accident qui est à la base de tout ce qui est arrivé. Je me suis dit, bon, ok,
Sinon, on devait reconstituer une bonne équipe au lendemain des élections. Dans les élections, à la maison, chez lui, bon, on se disait des choses et puis bon, voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez j'étais quand même. On est restés ensemble. Nous sommes restés ensemble. Après, sous lui, j'étais élu député. Et puis, une première fois sous lui, et puis une seconde fois. Je suis député. Et il sait que ma confiance vis-à-vis de lui n'est pas à marchander du tout. Parce que, pour dire vrai, c'est lui qui m'a amené en politique. C'est grâce à ces mouvements de producteurs que je me suis retrouvé à faire la politique. Parce qu'il fallait travailler avec eux, et puis c'est comme ça qu'on découvre que lui, il est là, il est derrière, et puis la confiance a fait qu'il sait que les moyens, il me les mettait à ma disposition en tant que trésorier. Vous imaginez parcourir toute la partie méridionale de notre pays pour installer les structures politiques quand il y avait une pléthore de candidats. C'est pas facile. Alors aujourd'hui, est-ce que vous jetez un regard sur l'univers politique béninois? Qu'est-ce que cela vous dit? Aujourd'hui, nous avons une mouvance qui se repose essentiellement sur deux groupes politiques. Et l'idéal serait que ces deux groupes s'unissent véritablement et qu'il n'y ait pas de la chamaillerie entre eux, qu'ils ne se déchirent pas, qu'ils ne s'entre-déchirent pas, que des oiseaux de mauvais augure ne colportent pas de mauvais plans de déstabilisation, parce que ça va être mauvais pour nous. On voit ça et là, des propos qui sont tenus, c'est déstabilisateur, et moi je voudrais que cela puisse cesser. Ce n'est pas de nature à rassurer les populations. Face à une situation comme celle-là, ce qui a à craindre, c'est que dans l'interrogation, dans le doute, les populations soit s'abstiennent ou alors se disent il vaut mieux aller quelque part d'autre. Parce qu'on ne peut pas avoir fait 10 ans, avoir fait tout ça, avoir créé tant de choses, tant de bonnes choses pour notre pays, avoir révélé le Bénin et laisser le pouvoir par terre. On ne peut pas. Mais pourquoi on ne laisse pas par terre? Il faut que ceux-là, dans les mains de qui on doit donner, soient véritablement, en soient conscients et qu'ils puissent fédérer les forces. Ce n'est pas à coup d'échanges de propos, d'attaques malveillants qu'on va faire l'unité. Moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Je souhaite vivement que l'ardeur qu'on constate, et c'est normal, à la veille de toutes les élections, que cette ardeur-là, qu'elle continue, mais que le chef de l'État soit illuminé par la grâce de Dieu pour proposer un candidat rassembleur autour de qui nous allons nous battre pour pouvoir continuer l'œuvre entamée. Alors, cette entrevue tire à sa fin. Histoire vraiment très palpitante. J'aurais pu faire 2 tomes avec vous, parce que là, il y a certainement encore beaucoup de choses qu'on a survolées, mais on aura une autre occasion pour le faire. Alors, honorable Degla, votre mot de fin. Ce que je voudrais seulement dire, c'est que à notre pays, nous avons une reconnaissance à avoir vis-à-vis du président Patrice Talon pour ce qu'il a fait. Et s'il doit partir au lendemain de son départ, à la veille de son départ ou au lendemain de son départ, nous devons l'avoir en prière pour que Dieu le porte fortement, Dieu le porte fortement, et que partout où il sera, il puisse accompagner le développement de notre pays à travers ses conseils. Il a dit qu'il ne sera pas impliqué dans la politique, il ne fera pas la politique publique, mais il pourra guider. Cela va nous aider à aller de l'avant. Tout en jouant à sa pétanque, il pourra donc... Ben oui, bien sûr, mais voilà, ceux-là avec qui il joue, ils pourront échanger sur le pays, sur la situation dans le pays. Et ensuite, vous voyez, la réforme du système partisan
elle a besoin encore d'être réformée. Elle a besoin de réformer parce que nous avons pensé que en votant cette loi-là, on allait limiter un certain nombre de choses. Aujourd'hui, nous sommes à une trentaine. D'ici là, Ça n'est encore chaque jour. voilà, si on continue, si on lâche le frein, je suis sûr que nous allons toujours monter. On reviendra à la case de départ. Ça, il faut pouvoir arrêter. Donc, pour l'arrêter, il faut qu'il y ait des conditions. Il faut qu'il y ait des conditions mentionnées dans les différents textes, dont le code électoral. Parce que si on laisse tout le monde aller aux élections, n'importe comment, il y aura des députés de localités, de villages. Dans la même travers. Parce que je me rappelle par le passé, il y avait des députés qui, pendant les élections, ne travaillaient que dans leur arrondissement. Que dans leur arrondissement. Qui ne travaillent que dans leur petite localité là. Aujourd'hui, non, on veut des députés, puisque le député, il est national. Il faut qu'il puisse savoir, un tant soit peu, ce qui se passe dans son pays. Et c'est pour ça qu'il doit provenir d'un parti fort. Et le parti fort, c'est ce parti-là qui s'installe partout et qui présente des candidats d'envergure nationale. Il ne faut pas que nous ayons à revenir par le passé où le monsieur il s'en va, il se lève le matin, il va voter dans son arrondissement, dans sa commune, et puis paf, il attend les résultats. C'est pas normal. Je pense que c'est difficile. Le débat est très fort actuellement sur le code électoral, mais vous savez, c'est la démocratie aussi. C'est ça aussi la démocratie. Et la démocratie ne dit pas unanimité. La démocratie ne dit pas unanimité. La démocratie, c'est une force qui pose ses principes au détriment de l'autre. C'est deux forces, mais une réussit à dominer l'autre. Bon, donc chacun est dans nous menons tous la même bataille. Et aujourd'hui, rien n'exclut, rien ne dit que l'LD ou autre ne pourrait pas être celui-là qui sera à l'Assemblée. Si nous continuons, tout à l'heure je disais, si nous continuons de nous chamailler, si nous continuons de nous tirer entre les pattes au niveau de la mouvance, on fera le lit aux autres. Donc rien n'exclut. Rien n'exclut. Plaise à Dieu, tout se passera dans les bonnes conditions et notre pays, encore une fois, sortira grandi. On aura une assemblée, j'en suis persuadé, élue de députés, une assemblée où ce serait des députés élus sur le plan national, une assemblée de représentative de toutes les couches politiques. Et je pense que c'est le peuple qui va sortir gagnant. Vous avez vu au Sénégal aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dirait? Le Sénégal, quand même, c'était comme un des pays les plus démocratiques en Afrique. Aujourd'hui, l'ancien parti, qui était tout puissant il y a quelques jours, il y a quelques mois, il est tout petit. Tout petit. Tout petit. Tout a changé. Mais tout a changé. Alors, pourquoi nous ne mettons pas dans la mentalité, si nous sommes vraiment des démocrates, que la politique, c'est aussi ça? Je voudrais convier tout le monde à comprendre que nous avons beaucoup avancé, nous avons réalisé beaucoup de choses. Ne laissons pas ces élections venir nous faire perdre, n'est-ce pas, les gains que nous avons obtenus. Ne laissons pas ces élections-là venir troubler la quiétude de nos populations. Qu'on ne laisse pas ces élections-là nous faire revivre les tristes moments du passé. Voilà. Merci beaucoup, honorable Benoît Degla. Ce sera tout pour cette émission. Mesdames et messieurs, nous espérons que nous avons beaucoup appris et ce n'est pas fini. Je pense qu'il y aura un tome 2 avec l'honorable Benoît Degla. Il y a des détails qu'on veut bien savoir. C'est vrai que le président Placide Talon a été beaucoup pour sa présence en politique, vous l'avez compris. Et que donc, cette lune de miel qu'il y a aujourd'hui, c'est une guerre, c'est un travail qui a eu, c'est la somme d'un travail qui a été effectué dans le passé. Nous souhaiterons vraiment que ce pays se porte en paix et que chaque acteur, où qu'il se trouve, travaille pour le bonheur des Béninois. Merci à chacun et à tous et à la prochaine.